Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maury Agua, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs et internautes ce matin. Hier soir, c'était donc la joie, L dans le camp des membres du parti Les Démocrates, sympathisants, militants. La Cour constitutionnelle a pris donc une décision. Ce matin, nous allons afficher un quotidien, c'est Le Soleil Bénin Info. Le Soleil Bénin Info, je voudrais qu'on l'affiche avant que je ne continue de dire ce que j'ai à dire. Le Soleil Bénin Info a titré quelque part que je vais me lever de mon fauteuil et me rapprocher de l'écran. Le journal a titré quelque part les Béninois décènent un satisfecit à Talon. Est-ce que c'est Talon le président de la Cour constitutionnelle, Laurent Roland Tonekes? Voilà ma question. Vous faites bien de poser la question. C'est vrai que, en fait, la Cour constitutionnelle, c'est le dernier recours. Quand on dit que les Béninois décèdent de satisfecit à Patrice Talon, c'est à croire que les décisions de la Cour constitutionnelle sont influencées par Patrice Talon. C'est ce qu'on veut. Si on libère en tout cas l'information de cette manière, c'est à croire que les décisions de la Cour constitutionnelle sont influencées par Patrice Talon. Quand bien même on sait que les membres les sages de la Cour constitutionnelle ont été envoyés par le gouvernement et le Parlement, cela ne veut pas dire nécessairement que ceux qui sont dans cette cour prennent des décisions influencées par Patrice Talon. Et donc je crois que c'est une erreur de communiquer de cette manière. Parce que les Béninois, pour moi, devraient décerner un satisfecit à la Cour constitutionnelle. Parce qu'ils vous souviennent que c'est cette même Cour qui, dans ce pays, s'est déclarée incompétente dans le dossier concernant le certificat de conformité. Et donc, c'est à cette même Cour qui n'a pas changé. C'est la tête qui a changé à un moment donné. Et c'est les mêmes sages que nous avions eus par le passé qui sont encore là. Et donc, on décernera, pour moi, un satisfecit à la Cour constitutionnelle qui, en réalité, depuis 2018 qu'ils sont là, pour une fois, ils ont rendu une décision dans laquelle tous les Béninois se retrouvent, parce qu'en réalité, c'est une aspiration pour le peuple béninois de voir tout le monde aller, à toutes les sensibilités participer à cette élection. C'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il faut couvrir les erreurs de l'information politique, mais dans une certaine mesure, pour le peuple béninois, c'est que tout le monde aille aux élections. Et donc, je crois qu'on ne saurait décerner un satisfecit à Patrice Talon. On décerne un satisfecit à la Cour constitutionnelle. On aurait pu décerner un satisfecit à la Patrice Talon dans le cas où, si les démocrates ne saisissaient pas la Cour constitutionnelle et que Patrice Talon, en tout cas, donnait des instructions à son directeur général des impôts, lui donner les quitus en tenant compte des engagements pris par les uns les autres. Parce qu'en réalité, le pouvoir du directeur général des impôts relève du pouvoir du chef de l'État. Et donc, et à travers là, le ministre des Finances. Donc, on pourrait comprendre ça. On pourrait aussi décerner un satisfecit à Patrice Talon si, entre-temps, pour contourner la situation que nous avons connue à la Cour constitutionnelle, les gens, le gouvernement demandait aux députés de retourner, en tout cas en plénière, et de voter pour une loi complétive ou interprétative, telle que ça a été fait en 2020 pour les communales. On pourrait, dans ce cas, décerner un satisfecit à Patrice Talon. Et donc, je crois qu'on ne saurait dire que dans ce dossier, on décerne un satisfecit à Patrice Talon. Le dire de cette manière, c'est comme si les décisions de la Cour constitutionnelle sont influencées par le président de la République. Je ne le dirai pas, moi, de cette manière, parce que la Cour constitutionnelle est le dernier rempart et les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Et de ce point de vue, même le chef d'État, à un moment donné, quand il a des difficultés, il peut se tourner vers la Cour constitutionnelle. Et donc, quelqu'un qui peut se tourner vers une institution pour avoir une cause dans un dossier ne saurait être celui qu'il faut remercier alors que cette institution a fait son travail. Une très belle analyse, Laurent Roland Tonekes, je vous l'avoue, c'est pourquoi je suis allé chercher directement, bien sûr, ce quotidien. Nous allons passer à un autre quotidien. Nous allons afficher maintenant Matin Libre. Matin Libre de ce matin, ce quotidien-là, titre en sa manchette, je me lève une fois encore vers l'écran tactile, titre rebondissement dans l'affaire quitus fiscale, la Cour réhabilite les démocrates. Joie dans le rang des responsables et militants, mais le suspense reste entier. Laurent Roland Tonekes, à ce jour, est-ce que nous pouvons dire que tout est gaillé et que donc le parti Les Démocrates participera tchoko aux élections législatives du 8 janvier 2023?
2023. Alors d'abord, je voudrais déjà reconnaître que tout au moins ce que nous avons soulevé sur ce plateau, c'est sur cette base que la Cour constitutionnelle a tranché. On a toujours dit que le délai pris par la DGI pour faire part des notifications n'a pas été respecté. Oui. Et quand cela seul suffisait pour qu'on écoute les démocrates. Je crois que la décision de la Cour constitutionnelle se base essentiellement sur cet aspect de la question. Déjà, c'est une bonne chose. Alors, dire maintenant, aujourd'hui, vous savez, quand la décision a été rendue hier, on a pu suivre l'honorable Léon Bazil Arossi qui dit en réalité qu'ils se tourneront vers la Cour constitutionnelle et demander que la liste soit complètement changée parce qu'ils ont fait des choses dans la précipitation. Alors, pour moi, qui ai suivi un peu les décisions, en tout cas rendues par les déclarations faites par la Commission électorale nationale autonome, c'est que les dossiers des démocrates auraient pu être certainement été étudiés déjà et que c'est seulement les 4 là qui retenaient, qui bloquaient le dossier. Mais quand Léon Bazil Arossi en arrive aujourd'hui a dit que tout a été fait dans la précipitation, qu'il faut changer, c'est un gros risque qu'ils veulent prendre. Si entre-temps le dossier avait déjà été étudié et qu'il restait seulement les 4 là, c'est un gros piège. Et c'est en cela peut-être que quelque part on peut se retourner, encore regarder dans le rétroviseur pour dire alors, si la Cour constitutionnelle s'est empressée de rendre cette décision, quelles sont les motivations, qu'est-ce que ça pouvait cacher? Rappelez-nous, Laurent Roland Tonnerre-Kess, la décision que la Cour a rendue dit quoi? La décision de remplacer les 4 noms qui ont des problèmes à polémique. Qui n'ont pas de quitus fiscal. D'accord. Maintenant, Léon Bazil Arossi dit qu'il faut changer. Et je crois qu'à ce niveau, c'est un piège. Parce qu'en voulant changer, vous pouvez faire... C'était l'euphorie, c'était la joie justement, de cette décision qui l'a mené à faire cette affirmation. Sinon, c'est pour ça que justement, sait qu'il ne peut pas faire une telle déclaration. C'est pourquoi Martin Libre, à titre aujourd'hui, mais le suspense reste entier. Même point de suspension, le suspense reste entier. Et donc, en faisant l'erreur de vouloir changer une liste, vous pouvez tomber dans d'autres pièges. Absolument. Et là, c'est-à-dire que ce sera fini totalement pour vous. Et donc, je crois qu'il ferait mieux de changer que les 4 noms. Si entre-temps, la liste avait déjà été étudiée, s'il y a des choses à corriger, il faut corriger. C'est vrai, vous savez, dans ceux dont on parle, dans les noms constituants... Vous venez de prononcer un groupe de mots que je ne peux pas laisser comme ça partir. Vous avez dit, si entre-temps, la liste a été déjà étudiée. Oui. Jusque-là, ce que nous apprenons est qu'il reste des gens à compléter sur cette liste-là. Est-ce que si le député, l'ancien député Léon Arossi, c'est de lui que nous parlons, affirme qu'il va falloir changer toute la liste, est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il y a d'autres couacs ailleurs sur la liste? Justement, nous faisons des analyses. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que pour moi, quand la Cour constitutionnelle la Sénat rend sa décision, en donnant la liste des partis qui sont déjà dans les normes qui ont le récépissé définitif, c'est que c'est supposé que la liste des démocrates aussi avait été étudiée. En tout cas, à mon avis, et qu'il restait 4 noms, ces 4 noms qui avaient le Puisque problème. La Sénat a effectué des observations, certainement. Voilà. Et donc, dans ce cas-ci, pourquoi vouloir changer la liste? Il y a des erreurs qui ont été faites. On en convient, parce que moi, j'ai pu entendre, par exemple, les éléments de Akpakpa qui n'étaient pas d'accord pour le positionnement de Patrick Djivo, par exemple. J'ai pu entendre des jeunes se prononcer parce qu'ils n'étaient pas d'accord pour le positionnement fait dans la 6e circonscription électorale. Et dans d'autres circonscriptions électorales, j'ai pu entendre des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut vouloir tout changer au risque de se mettre encore en difficulté? Parce qu'aujourd'hui, on peut relever sur des listes des gens. Aujourd'hui, il n'y aura plus le problème qui tue. Bien évidemment, ils vont travailler pour avoir les quitus. Mais il y a peut-être deux dossiers qui peuvent rattraper des candidatures et pour lesquels on peut invalider la liste. Donc, je crois qu'il ferait mieux de remplacer uniquement les 4 si entre-temps le dossier avait déjà été étudié. D'accord. Alors, Laurent Roland Tonnerre-Kess, aujourd'hui, donc, on apprend que la Sénat va donc dévoiler, selon son chronogramme, le positionnement, c'est-à-dire le bulletin unique. Donc, il va falloir attendre les démocrates qui devra remplacer, le parti des démocrates qui devra remplacer les 4 personnes sur la liste, et donc attendre aussi la décision finale de la Sénat pour savoir si le parti participe ou non aux élections. Ou bien, à l'heure où nous parlons, nous pouvons affirmer directement que les démocrates iront aux élections. En réalité, si on s'en tient
à ce qu'on a pu lire ces derniers jours, qu'il restait 4 noms qui n'avaient pas de quitus et que par conséquent, c'est ça qui bloquait la liste. Voilà. Si ce n'est que cette information, avec la décision de la Cour constitutionnelle, en remplaçant ces 4 noms, en réalité, on peut affirmer tout de go que les démocrates iront aux élections. Mais si on revient sur la déclaration de Basile Akossi, et tenant compte de ce que s'il dit ça, c'est peut-être qu'il y a eu des couacs ailleurs et qu'entre-temps, la liste n'aurait pas été totalement étudiée par la Sénat, ça veut dire qu'il faut craindre. Et donc, il faut espérer les voix aux élections, mais en même temps avec beaucoup de bémols. Revenons maintenant à cette décision prise par la Cour constitutionnelle. Les Béninois ne vendaient pas cher la peau des démocrates et ça a été quand même inattendu pour certains Béninois que la Cour prenne une telle décision, malgré le rapport lu à la Cour constitutionnelle par le rapporteur qui déjà montrait que les démocrates avaient raison. Beaucoup n'y croyaient pas. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point? Quand même, la Cour la Cour dit le droit. Et pourquoi, comment peut-on en venir à ce point où l'on peut douter maintenant du droit que la Cour dit désormais, ou voudra dire désormais? Je crois que la Cour constitutionnelle, je ne dirais pas que la Cour s'est fait une mauvaise image dans le temps, mais je dirais que la Cour a pris des décisions à un moment donné qui ont surpris plus d'un. Et je vous ai parlé tout à l'heure du fameux certificat de conformité. Et dans ce dossier, la Cour qui s'était déclarée incompétente avec à la tête Joseph Diabouni, bien évidemment. Il y a des saisines des citoyens et pour lesquelles on voyait que la Cour allait dire peut-être pencher du côté de ces citoyens, mais on a vu avec toute la surprise générale que la Cour s'est déclarée on a lu des décisions rendues qu'on ne comprenait pas en fait. Voilà, et donc aujourd'hui, dans ce dossier, les gens n'estimaient pas pour autant que la Cour pourrait rendre une décision favorable aux démocrates. Mais moi, je crois que je n'étais pas pessimiste, je n'étais pas optimiste non plus. J'étais mitigé, j'avais une position mitigée. Je disais, mais la Cour pourrait nous surprendre. Et déjà, dès l'entame de cette audience, quand on suit la déclaration d'Éric Oudété, la déclaration du DGI, la déclaration, en tout cas, les suggestions du rapporteur de la Cour constitutionnelle, qui vous souvenez que M. Platon avait dit que le DGI, ici, en réalité, il avait reçu des instructions et qu'il croyait que ça le dépassait, il aurait mieux fait de déposer, d'établir pour qu'on comprenne que ça ne dépendait pas de lui. Malheureusement, il vient dire à la Cour constitutionnelle que c'est sur instruction qui n'a pas donné les quitus. Déjà, cette déclaration, déjà, du directeur général des impôts, et qui a été déjà automatiquement ventilée dans l'opinion publique, déjà montrait qu'en réalité, c'est une erreur de réponse. Il aurait pu être stratégique et ça n'aurait pas eu l'effet que ça. C'est qui l'hierarchie dont il parlait? Mais écoutez, il a des chefs. Et c'est à lui de citer. Mais de toute façon, aujourd'hui, cette décision de la Cour constitutionnelle a surpris parce que les gens ne l'attendaient pas pour autant sur la question. Mais quand on voit les suggestions faites par le rapporteur, on comprenait, en tout cas moi je comprenais clairement qu'avec cette décision, cette suggestion du rapporteur, la Cour ne pouvait pas aller autrement, prendre une décision contraire à ce qui a été suggéré. Parce que dans le dossier Nouvelle Force Nationale, vous allez comprendre que la Cour ce que le rapporteur avait suggéré, c'est ça qui avait rendu à la fin comme décision. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de ce que d'aucuns diront qu'enfin que les mêmes opposants retrouvent que la Cour constitutionnelle est pour les Béninois, que la Cour constitutionnelle est pour la démocratie. Non, il y a des dossiers dans lesquels, à un moment donné, ça dépasse même ceux qui sont au pouvoir dans une certaine mesure. Et il n'y a pas peut-être d'autres moyens que de rendre de telles décisions pour se faire aussi bonne presse et bonne image au plan international. Donc, quelque part, oui, cette décision surprend et on ne peut que se réjouir et dire finalement, oui, toutes les sensibilités iront aux élections. C'est pour la fête le 8 janvier, parce que d'ailleurs même le 1er janvier on est en fête, et donc la fête se prolongera jusqu'au 8 janvier. Laurent Roland-Henriquez, oui, on remarque quand même que les Béninois tiennent vraiment à une fête électorale. Et là où j'étais hier, quand la décision est tombée, j'ai entendu des gens dire dans l'opinion publique rapidement, le taux de participation sera élevé. Oui, pour une fois, si on s'en tient à ce que toutes les formes de sensibilité aillent aux élections, le taux de participation sera élevé. Et c'est pour ça que les formations qui avaient eu 10% par le passé feraient mieux de faire très attention parce qu'ils peuvent risquer de ne pas avoir les 10%. Parce que c'est en fonction du taux de participation faible qu'on a pu calculer les 10%. Et si le taux de participation est élevé aujourd'hui, pourront-ils, tenant compte du taux de participation,
avoir les 10%, là, la question. Donc, toutes les formations doivent faire attention. Et même celui qui est chef de file d'opposition a tout intérêt à mouiller le maillot aujourd'hui pour travailler. C'est vrai qu'il a donné raison, il a donné rendez-vous aux gens sur le terrain. Et je dis, moi, j'ai lu sa déclaration. Il a donné rendez-vous aux gens sur le terrain, j'ai lu la déclaration, je lui ai dit, mais qui parle en réalité? Oui, parce qu'un chef de file d'opposition qui n'a pas réussi à se faire élire conseiller comme oui, mais bon, il se réussit. Non, écoutez, député à l'Assemblée nationale. NUTT savait, d'accord? Et la partie septentrionale qui ont réussi à donner 7 communes, par la suite ils ont perdu une commune, au parti FCBE, lui en tant que chef de file d'opposition, dans la partie méridionale du Bénin, qu'a-t-il eu comme résultat? Non, c'est pour vous dire quoi? Non. Chef, attendez, vous échouez à être... Du parti qui fait mal dans le Nord. Vous échouez à être conseiller communal dans votre localité et vous aspirez à être député pour 2 ou 3 communes. Pour moi, c'est trop rêvé. Vous pensez qu'il ne sera pas élu dans sa commune? On se donne rendez-vous. Moi, je serai à sa place, j'irai me positionner au nord, là où les gens... On se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous. J'aurais été à sa place, j'irai me positionner au nord, là où les gens votent correctement. Non, mais justement, l'absence des démocrates en 2019 et en 2020 a fait la joie des FCBE. La présence des démocrates aujourd'hui va jouer contre eux. Et donc, c'est à eux de faire attention. Vous ne faites pas peur aux autres partis politiques. Il a donné rendez-vous. Il a donné rendez-vous aux gens sur le terrain. D'accord? Le 8 janvier, on est là pour aviser. Il a donné rendez-vous sur le terrain. C'est lui-même qui l'a dit. On verra quoi sur le terrain, a-t-il dit? Non, ça veut dire non, il est en train de dire qu'on verra qui est qui sur le terrain. Donc, on attend de voir wait and see. Il est confiant. Oui, il est très confiant. Et finalement, donc, la Sénat a rendu la décision. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Non, je parle de la Sénat qui a donc publié la liste des partis qui vont participer aux élections. Laurent Roland Tonnikes, il y a eu une petite frayeur parce que sur les plateformes, on apprend que c'est 5 partis. Et puis finalement, plus tard, dans l'après-midi, l'UDBN qui obtient donc son quitus fiscal. Alors, j'ai pu lire les publications de certains amis jeunes qui sont assez permanemment sur les réseaux sociaux, qui automatiquement ont écrit les 5 partis retenus et en citant... Et les gens se réjouissaient, selon eux, ils se réjouissaient. En citant les autres partis pour dire que les partis sont recalés. Et mon commentaire, c'était, la Cour constitutionnelle a-t-elle déjà rendu sa dernière décision dans les dossiers pour que vous en arrivez à conclure que ces partis sont recalés? Et je crois que quelques heures après, je suis allé encore écrire sur la page Facebook de cette personne pour lui dire, mais écoutez, la Cour vient de rendre la décision, la Sénat vient de donner une autre décision. Et donc, quand on tient compte de tout ça et qu'on voit aujourd'hui que, bien évidemment, les démocrates aussi ont eu gain de cause du côté de la Cour constitutionnelle, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Que voulez-vous dire? Quand les décisions arrivent aujourd'hui, même si on vous demande de publier les choses, réfléchissez pas 1000 fois avant de publier, parce qu'en réalité, c'est votre crédibilité. Et je pense quand même qu'il fallait quand même attendre la fin de la journée avant de dire que voilà, c'est ces partis qui participent aux élections. C'est même pas attendre la fin de la journée. Parce que les partis qui n'ont pas été retenus par la Sénat avaient le droit, le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle. Et donc, ce n'est qu'après la saisine de la Cour constitutionnelle qu'on pourra décider ou dire clairement que ces partis sont recalés. Le nombre de partis qui participent aux élections. Donc c'était trop vite aller en besoin on était dans un processus. Dire que voilà tel nombre de partis, puisque l'après-midi, le président de la Sénat disait que le matin, qu'il attendait l'UDBN, mais que le parti n'était pas présent. Et donc, il a dû remettre les quitus fiscaux aux autres partis, pas quitus fiscaux, les récépissés définitifs aux autres partis. Et donc, dans l'après-midi, comme l'UDBN est arrivé maintenant, il leur rend leur récépissé définitif. Et vous savez, je vais vous le dire, à Eden TV, nous, on ne fait pas l'information n'importe comment, puisque quand nous avons appris la décision qui est tombée un peu avant 13 h par rapport aux 5 partis qui devraient participer aux élections, la première chose que nous avons eu à faire est d'appeler le chargé de communication du parti, en la personne de Liane Kitty, pour savoir quelle est la situation. Et c'est en ce moment, si vous avez suivi le journal de 13 h, nous avons précisé que l'étude des dossiers continuait en ce qui concerne les autres partis. Bien évidemment. Donc, on n'avait même pas dit que les démocrates ne participaient pas aux élections.
pour vous rejoindre par rapport à la Cour constitutionnelle. Il fallait attendre les derniers recours et pour voir les décisions qui sont rendues avant de dire que telle ou telle fonction politique était recalée. Il fallait même attendre même que la décision de la nouvelle force nationale, qu'on connaisse clairement que tout était déjà réglé avant de prendre une telle décision. De toute façon, aujourd'hui, c'est heureux que sur les 8 formations qui ont déposé les dossiers, on peut se réjouir de ce que 7 iront aux élections. Les Béninois auront une multitude de choix à faire, bien évidemment. Avant-hier, quand on a pu suivre la déclaration de Espérance TB de MPL qui demandait aux autres de les rejoindre, et bien évidemment, certainement, il faisait appel aux démocrates pour dire mais si en temps vous êtes bloqués, rejoignez-nous, venez nous soutenir. Mais malheureusement, étant donné que les démocrates reviennent encore dans la danse, en tout cas en attendant la dernière décision de la Sénat, c'est qu'ils doivent aussi, eux, à leur niveau, travailler ardemment pour mériter avoir les députés. Au passage, pour finir, je crois qu'on est à la fin. Avant de finir, par rapport à la démocratie béninoise, est-ce que cette décision vient quand même redorer une fois encore l'image de la démocratie béninoise? Je dirais oui, sans même argumenter, parce qu'en réalité, depuis 2019, malheureusement, tout ce qui s'est passé donnait une mauvaise image de la démocratie béninoise, du libre choix des citoyens dans une certaine mesure. Aujourd'hui, si toutes les sensibilités peuvent aller aux élections, je crois que dans l'étude décalée, on va revenir là-dessus, mais je crois qu'aujourd'hui, Patrice Talon ferait même mieux, et ce serait même un honneur pour lui que toutes les sensibilités aillent aux élections. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, tous ceux qui sont autour de lui, là, il y en a parmi eux qui sont déjà au lait, qu'il a pu positionner depuis 2016, qui sont là, qui n'ont jamais bougé, mais qui se croient les plus forts, les plus intelligents, les plus doués en politique. Je crois que c'est plus que jamais le moment pour eux de les mettre à l'épreuve. D'ailleurs, même la période de grâce est terminée parce qu'on les a bien positionnés pendant 6 ans, ils ont été nourris, ils ont tout pendant 6 ans. Aujourd'hui, maintenant, qu'ils méritent, qu'ils travaillent pour montrer qu'ils méritent les positions qu'ils occupent. On veut les voir à l'œuvre. Ça permettra à Patrice Talon de savoir qui est qui autour de lui. Ça lui permettrait de reconstituer sa formation politique, sa mouvance présidentielle, dans une certaine mesure. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui à longueur de journée vont vous dire que leur formation politique est la première formation politique à l'aide de la réforme du sympathisant, mais qu'en réalité, chez eux-mêmes, ils ne peuvent pas être élus chef quartier. Et donc, aujourd'hui, ce serait bien de les envoyer sur le terrain, les mettre à l'épreuve, qui nous montrent ce dont ils sont capables. Et ça permettra aux chefs de savoir que, oui, avec ces gens-là réellement, 2026 c'est réglé pour moi, même si je ne suis pas, c'est-à-dire que mon dauphin aura des chances de réussir, plutôt que de compenser à écarter dans une certaine mesure les autres formations politiques et que les mêmes reviennent nous dire, avec une élection qui n'aura pas de sens d'une certaine sorte d'inclusivité, nous dit encore qu'ils sont première formation politique. Donc je crois qu'en la matière, c'est une bonne chose aujourd'hui. Moi, je n'ai rien contre Patrice Talon, je n'ai rien contre les membres du UPBR, mais je pense que c'est plus que jamais pour eux, plus que jamais le moment pour eux, d'aller sur le terrain et de nous montrer réellement qu'ils méritent la première place et la deuxième place. Oui, mais ils sont prêts, puisque, par exemple, El Hadj Mounsia annonce un combat de gladiateurs dans le 6e et l'affirme, la main sur le cœur que le BR va rafler les sièges de la circonscription. Il y a d'autres facteurs qui pourraient permettre au BR de gagner dans la 6e. Ça ne veut pas dire que c'est le fait de Moi, je pense que les déclarations des acteurs... c'est pour dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont prêts, ils sont conscients les acteurs politiques, de faire le combat, de descendre sur le terrain, de déployer les stratégies. Il est bien de le dire comme ça, mais n'oubliez pas que la 6e circonscription électorale constitue un grenier électoral qui surprend toujours. D'accord? Ça surprend toujours. Parce qu'il y a Abomey-Clavi avec Godomé qui est un grenier électoral qui regorge de personnes, en tout cas de communautés cosmopolites dans une certaine mesure. Donc ce n'est pas les autochtones pour autant, à Calavi, les autochtones pourraient gagner quelque chose, mais tout de go dit que le combat sera un combat de gladiateurs et de montrer qu'on pourrait prendre de l'avance. Le BR va prendre de l'avance, écoutez, que disons-nous alors des militants de premières heures du bloc républicain qui aujourd'hui sont frustrés? Est-ce qu'il y en a? Il y en a plein. C'est l'UP qui... Non, il y en a plein. D'abord, El Hadj Mounsia a rejoint le bloc républicain quand? D'accord? Donc, ça veut dire qu'à partir de son positionnement, il y a certainement des mécontents. D'accord? Les mécontents ça n'en manque pas. Les mécontents sont-ils suffisamment préparés pour être ralliés à la cause, pour espérer pour qu'on ait un bon résultat? En dehors des mécontents, il y a d'autres militants qui sont contents de son positionnement et qui vont donc travailler pour
que le BR triomphe. On aura un autre plateau, je vais vous D'accord. montrer les forces et les faiblesses. C'est-à-dire D'accord, qu'il ne très suffit bien. pas de déclarer aujourd'hui que... Mais vous loupez le plateau du forum de rédaction d'aujourd'hui qui va parler des forces en présence. Il faut que d'autres visages viennent. D'accord. Si ce n'est que pour ça, Laurent Roland-Tonnikès, oui, votre mot de fin. Non, je crois qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on peut se réjouir pour les démocrates, espérant que la dernière décision qui sera rendue du côté de la Sénat leur sera encore favorable et qu'ils auront à participer réellement aux élections et qu'on veuille, qu'on assiste à cette fête. Cette fête qui va commencer le 25 décembre, bien évidemment. 24 décembre. 23 décembre. Oui, 24. Les élections législatives, la campagne démarre le 23. Oui, voilà, même déjà, moi je vais... Bon, oui, la fête de... 24, le réveillon. Une fête dans la fête. Le réveillon de Noël. Et comme le dirait l'autre, tous les enfants auront du cadeau grâce à la campagne. Je crois que... Des élections législatives. Je crois que les parents ne devraient pas vite aller acheter des jouets. Parce que les candidats doivent pouvoir offrir des jouets aux cadeaux aux enfants dans les maisons. Ah ouais, on doit avoir des jouets, le lot des voix que des enfants peuvent pour une fois. Pour une fois. Ouais, on peut espérer qu'ils nous amènent... La campagne électorale coïncide avec donc, pour les une fêtes fois, de fin d'année. on peut peut-être voir des gens, des candidats venir amener des poulets à la maison avec du riz, des packs de boissons. Parce que nous sommes en période de fête. Après le 1er janvier, le 8 janvier, après le 1er janvier. Bon, mais des candidats généreux. Mais écoutez, vous verrez ça. Des candidats généreux. Si vous voulez, vous sortez un matin, vous voyez 2 poulets. Et vous arrivez à amener ça devant votre maison. Ce n'est pas pour les campagnes, parce qu'on ne donne plus ces trucs pour la campagne, c'est pour la fête. Ce qui est ainsi, je sais qu'en décembre, beaucoup de candidats vont donner des cadeaux dans leur localité. Je sais qu'ils vont donner des packs de boissons, des poulets. Oui. Vous dites ou bien à l'occasion des fêtes de fin d'année. Oui, mais c'est à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est pour préparer les candidats. C'est pour préparer le 8 janvier. Ah, c'est pour préparer le 8 janvier. Pour dire le 8 janvier, ne m'oublie pas, hein, je suis là. Alors, je crois que pour finir, puisqu'on parle de fête, on va souhaiter joyeux anniversaire à l'honorable Claudine Afiavi Prudentieux qui souffle une bougie depuis ce matin. Nous lui souhaitons beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. C'est vrai que Eden TV n'est pas sans elle, bien évidemment. Et donc, c'est une grâce pour nous de travailler dans cette maison depuis 2016. Vous êtes mon doyen ici. Et donc, depuis 2016... Moi, je n'aime pas le mot doyen. Les doyens... Je n'aime pas le mot doyen. Vous êtes mon aîné dans la maison. Je ne m'enterrai pas vivant. Bon, vous êtes mon dévancier dans la maison. Voilà, j'aime l'aîné, le mot aîné. Depuis 2016, moi, j'ai fait une expérience merveilleuse dans cette maison. Et comme je me plais à le dire, écoutez, je ne ferai pas en tout cas économie ce matin en disant que c'est une grâce pour moi de passer par cette maison. Et tout ce que j'ai pu apprendre ici, je crois que c'est beaucoup de choses. Après ma formation en journaliste à l'université, j'avais pris par la presse écrite pendant un moment. Je ne savais pas monter en venant faire un montage vidéo en venant dans cette maison, qui vous souviennent. Et donc aujourd'hui, je peux faire un montage, je peux réaliser un documentaire, les preuves existent, on peut voir beaucoup de choses. Et puis, j'ai acquis de l'expérience avec le temps. Je ne suis pas le meilleur, je ne saurais être un meilleur journaliste, c'est au téléspectateur. Pour être le meilleur. Voilà, et donc je dis merci à cette dame qui, à un moment donné, m'a donné cette chance. Nul n'est pas fait, dit-on. Donc, on ne peut que souhaiter tout le bonheur pour ces personnes qui vous font du bien dans une certaine mesure. Vous et moi, aujourd'hui, si au moins, même si on n'est pas peut-être pour autant satisfait totalement de ce qu'on gagne, on aurait souhaité qu'il y ait des augmentations, c'est que c'est ça qui nous permet de garder nos familles en vie, c'est ça qui permet de supporter nos charges. Et donc, on va souhaiter longue vie à elle et vivement que l'Éternel l'inspire et qu'un jour qu'elle pense ajouter 25 fois. Non, pas un jour, peut-être aujourd'hui, avant la fin de la journée. Oui, qu'elle ajoute 25 fois. Avant la fin de la journée. Si les 100 fois ou les 115 fois. Qu'elle prenne une décision, qu'une décision tombe. Qu'on nous apprend que, voilà, elle a fait preuve une fois encore de générosité comme elle sait le faire d'habitude. Et bien évidemment, donc on lui souhaite longue vie, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, que Dieu l'aide dans sa mission à la tête de l'Institut national de la femme, parce que c'est un combat très élevé. Et vivement que son parti, l'UDBN, arrive à avoir les députés au thème en tout cas au soir du 8 janvier. Ah oui, on le souhaite. Je crois que ce sera sa joie. Elle s'est vraiment battue pour ce parti-là. Ce n'était pas à donner quand on sait que le parti, à la dernière minute pratiquement, s'est retiré du BR parce que le parti ne se retrouvait pas dans ce bloc-là. Et donc, aujourd'hui, si le parti arrive à participer aux élections, c'est toujours grâce à sa combativité. Laurent Roland-Tonnikès, merci.